Patricia Bouchon, 4e jour de disparition. A-t-on le droit, oui ou non, de vivre dans une yourte? Et enfin, l'histoire des marchés toulousains. Les recherches continuent 3 jours après la disparition de Patricia Bouchon, la joggeuse de Bouloc. Aujourd'hui, les analyses ont révélé que les importantes traces de sang et cheveux retrouvés sur le chemin lui appartenaient bien. Par rapport notamment à l'une de ces traces de sang, on peut considérer que oui, elle a perdu beaucoup de sang. Ce matin, 3 escadrons de gendarmerie sont arrivés en renfort. En tout, 300 personnes travaillent sur le terrain. Un travail qui suit la technique de l'escargot. C'est un sondage systématique de tous les points d'eau dans un rayon de 30 km autour de Bouloc. Un porte-à-porte très minutieux est également en cours. Il s'agit de ne rien laisser au hasard dans cette enquête pour enlèvement, séquestration et violence volontaire. En attendant, à Bouloc, on ne parle que de ça. Quand je faisais du sport, je faisais du footing à n'importe quelle heure. Et je ne vois pas pourquoi on empêcherait une dame d'aller courir le matin de très bonne heure. Sachant qu'après elle a son travail à Toulouse. On ne sait pas si c'était que pour elle, si elle était traquée ou si c'était à la population. Pour l'instant, comme on ne sait pas, moi ça ne me fait pas peur. Dans la matinée, une Clio grise garée sur la place de l'église a été enlevée. Peut-être un élément supplémentaire dans cette enquête qui s'annonce difficile. La santé va mal et pour le faire savoir, une partie du personnel du CHU de Toulouse a organisé aujourd'hui des pique-niques de la colère sur différents sites dont la Grave. Le personnel est en grande souffrance, manque de personnel, difficulté de travailler, les plannings qui sont à flux tendu. Il n'y a pas de remplacement maladie, il n'y a pas de remplacement maternité du fait de ce flux tendu et ce manque de moyens financiers qui fait que les personnels arrivent à un stade de saturation. Alors que différents mouvements de protestation ont lieu dans les services hospitaliers, les grévistes souhaitent fédérer les actions. Des cahiers de doléances ont été ouverts. L'hôpital est devenu une entreprise. Et on ne peut pas faire une entreprise avec la santé, c'est pas possible. On a les moyens financiers et personnels. Face à ces mouvements, la direction du CHU a déclaré prendre des mesures de fond telles qu'un audit de tous les services de soins, une réorganisation de l'ensemble des services logistiques et administratifs, une augmentation très nette des effectifs soignants et une augmentation significative des moyens de remplacement, notamment des congés maternité. Déplacement du campement Antilopsie 2 à l'université du Mirail. À peine installé, 2 interpellations et une garde à vue. Ils étaient 150 manifestants devant le tribunal de Toulouse cet après-midi lors de l'audience en appel de Tom et Léa. Ce couple a planté une yourte en Ariège et c'est là tout le problème. Même si le propriétaire leur avait donné un terrain en friche et l'autorisation de la mairie de s'y installer, la direction départementale des équipements constate une infraction. Il faut un permis de construire. J'ai soulevé en fait 2 moyens de droit qui permettent éventuellement de qualifier la yourte comme étant soit une tente, soit une habitation légère et de loisirs. Ce qui permet d'être exempté de permis de construire et donc l'infraction ne serait pas constituée. Un témoin haut de gamme pour la défense, il s'agit de Noël Mamère du parti Europe Écologie Les Verts. Il avait rencontré ce couple à la veille d'une proposition de loi pour un tiers secteur de l'habitat participatif, diversifié et écologique en décembre 2009. Nous nous sommes battus avec énergie contre la loi dite LOPSI 2, la loi de sécurité intérieure, qui a voté un article qui est l'article 32 ter, qui est une infamie. L'article 32 ter, c'est la chasse aux pauvres, c'est la chasse à ceux qui vivent dans de l'habitat choisi et dans de l'habitat précaire. On va leur démonter, leur détruire leur habitat, alors qu'ils n'ont rien pour se loger. Il y a plus de 3,5 millions de gens qui dans ce pays ne peuvent pas se loger. La Fondation Abbé Pierre a dit de manière très claire la situation dans laquelle nous nous trouvons. Le tribunal de Toulouse rendra son verdict le 19 mai prochain. L'exception toulousaine vient de prendre fin. Désormais, les bars de nuit devront fermer à la même heure que ceux de l'Hexagone. 2 heures en semaine, 3 heures pour la nuit du samedi au dimanche et veille de fête. La Cour d'appel de Bordeaux a donc validé l'arrêté réglementant les horaires de débit de boissons. Actuellement, on compte 50 établissements de nuit sur les 400 bars du département.
Pour Bernard Bosque, président des cafetiers de Haute-Garonne, ceux-ci réalisent la majorité de leur chiffre d'affaires durant cette soirée. En attendant les premiers résultats, des questions sur la sécurité des jeunes se posent déjà. Alors que l'action Capgemini s'envole en bourse, la société de services annonce qu'elle va recruter 400 ingénieurs à Toulouse. Pour cela, elle organise la semaine du recrutement du 21 au 25 mars prochain dans les locaux de Capgemini à Toulouse. Nous avons bénéficié d'une croissance au-dessus du marché l'année dernière et nous avons une ambition de poursuivre cette croissance. Donc c'est en complément de l'ensemble des outils et de nos process de recrutement que nous souhaitons médiatiser cette campagne de recrutement. Des embauches destinées à la branche aérospatiale et défense implantée à Toulouse. Pour ce qui est des profils, il est prévu de recruter 100 jeunes diplômés, 150 intermédiaires, le même nombre d'expérimentés. Ça correspond à des besoins qui sont issus de contrats que nous avons d'une part gagnés l'année dernière et qui nécessitent des montées en puissance sur ces contrats. Parmi les clients, Airbus bien sûr, mais aussi le CNES, l'armée, EDF ou encore France Télécom. Mon job, ma vie, c'est le nom de cette opération recrutement qui vise aussi à revaloriser l'image des SS2I, souvent montrée du doigt concernant les conditions de travail. Les touristes français pourront bientôt repartir en Tunisie après les annonces de levée du couvre-feu et celle de reprise de l'activité touristique par le ministère français aux Affaires étrangères. Les sites d'accueil rouvrent peu à peu. Un tour opérateur français rend disponible quelques sites, dont l'hôtel Golf Beach à Djerba. Chaque année, près de 85 000 voyageurs partent en Tunisie, indique Serge Laurens, directeur de la communication FRAM. Aujourd'hui, la reprise est progressive. Début mars, plusieurs hôtels de la côte reprendront du service, mais le retour à la normale n'est pas prévu pour tout de suite. Côté prix, les réductions sont en moyenne de 150 € et pour l'instant, 180 clients ont programmé leur voyage. Les marchés de Toulouse racontent l'histoire de son développement. Le premier marché de Toulouse, la Romaine, était à Esquirol, le marché de la pierre. Depuis le Moyen-Âge, autre pôle, le Capitole, où l'on vendait plutôt de la volaille et même des chiens. Enfin, la halle aux poissons était sous ses arcades, vers la Garonnette, juste à côté d'un bateau lavoir. C'est les arches que vous avez, les arcades derrière. Et donc c'était effectivement une halle aux poissons où il y avait du poisson pêché, un poisson de Garonne. À mesure que la ville s'est agrandie, par exemple au XVIIIe puis XIXe siècle, les marchés eux aussi ont suivi ce mouvement. 1838, création du marché de Saint-Cyprien dédié au bétail avec les abattoirs. En 1881, Arnaud Bernard fait dans les légumes et les oies. 1889, deux grandes halles, la coupole des Carmes et le marché Victor Hugo. En 1900, Saint-Cernin fait dans la fripe et la ferraille. On vend des fleurs sur le Pont-Neuf. Enfin, tradition aujourd'hui disparue. En août, c'est la fête de l'ail sur les marchés toulousains.